Bonjour à tous, de Munich à Maranello en passant par Stuttgart, vous le savez, tous les grands constructeurs ont désormais droit à leur musée. Pour vous, nous avons déjà poussé les portes de celui de Mercedes, de Porsche ou encore de BMW, mais aujourd'hui, on vous emmène à la découverte de la Squadra Abarth & Rally Collection, un endroit unique qui sent bon la passion et l'Italie, à découvrir tout près de chez vous, ici à Lire, en province d'Anvers. Mais avant de passer à la visite, eh bien, voici une petite page d'actualité. Après l'ID2 All, voici l'ID Everyone, nouvelle étude signée Volkswagen en faveur d'une mobilité électrique plus abordable. Le constructeur parle d'un prix plancher de 20 000 €, d'une autonomie de 250 km et d'une esthétique qui rappelle celle de la petite Up. Mouvement inverse chez Renault qui propulse cette fois sa citadine électrique dans la cour des supercars. Le généraliste dévoile sa R5 Turbo 3E, hommage à la légendaire R5 Turbo, mais avec des chronos qui n'ont plus rien à voir avec sa glorieuse aînée. Le constructeur annonce 270 km/h en pointe et un 0 à 100 en 3 secondes 5. BYD poursuit son offensive européenne. Avec la Denza Z9 GT, le groupe s'attaque au segment des grandes routières de luxe. Très grande même, puisque le modèle fait près de 5,20 m. Il faut dire qu'il embarque 3 moteurs électriques pour un total de 965 chevaux. Le Taycan est prévenu, et la Panamera aussi, puisque le modèle sera également décliné en plug-in hybride. Donnez vie à votre flotte avec Zenith Graphics. Zenith Graphics, Sticker Solutions for Vehicles. Voilà, et nous sommes de retour à la Squadra Abarth & Rally Collection, un endroit unique dédié à la passion d'un homme, ou plutôt à la passion de deux hommes. D'une part, Carlo Abarth, fondateur de la marque qui portera son nom, grand prêtre du tuning avant l'heure, et puis Guy Mouronhout, ancien pilote et préparateur de rallye, qui voue une admiration sans borne au premier et qui va réunir une collection unique, la plus grande collection privée d'Abarth au monde. C'est le cœur de Squadra, 5000 m² où l'on peut aussi découvrir des modèles d'autres marques, pour la plupart équipés de pièces Abarth, des Honda, des Fiat bien sûr, des Lada ou encore des Ford. Ford qui décline aujourd'hui en électrique son best-seller européen, nous l'avons essayé. De tous les animaux de la jungle, le puma est le plus résilient. Dans la jungle des villes, certainement, nez coupé, le puma est revenu encore plus fort sous les traits d'un SUV compact. C'était il y a 5 ans. Désormais, il est le modèle Ford le plus vendu en Europe. Et pour poursuivre sur cette jolie lancée, le voici désormais totalement électrifié. Esthétiquement, ce Puma Gen I 100% électrique adopte le joli survêt des versions thermiques. L'allure est sportive, les coloris toniques, le tout rehaussé d'attributs qui favorisent la pénétration dans l'air. Une calandre en forme de bouclier, inspirée du Mustang Mach-E, un aileron arrière et des jantes spécifiques. À l'intérieur, la révolution électrique se double d'une révolution numérique. Face au conducteur, 2 grands écrans haute définition font office de poste de conduite et permettent d'accéder à l'infodivertissement SYNC 4. Ce Puma Gen I est aussi un champion de l'espace à bord avec pas mal de rangements, dont un situé sous la nouvelle console centrale flottante et un coffre carrément géant pour la catégorie, baptisé Gigabox. Oui, il mérite vraiment bien son nom puisqu'il accueille 523 litres. C'est énorme, sous le cache-bagages, 523 litres auxquels il faut encore ajouter, et ça non plus, ce n'est pas rien, les 43 litres du frunk ici à l'avant, notamment pour le câble de recharge. Mais le plus intéressant, eh bien, se passe derrière le volant. Fun, c'est le mot qui colle à la peau de ce Puma, hyper sympa à conduire avec près de 300 Nm, instantanément disponible, un 0 à 100 en 8 secondes et la possibilité de conduire avec la seule pédale des gaz. Mais de tous les animaux de la jungle, ce Puma est aussi le plus sobre.
Ouais, un vrai chameau avec une moyenne de 13,6 kWh et une batterie de 43 kWh, eh bien, il parcourt 376 km entre deux charges et carrément 523 km en milieu urbain. Et avec ça, eh bien, vous parcourez jusqu'à 20 fois le périph' de Barcelone. Et si vous en avez assez de tourner, eh bien sachez que les batteries se rechargent à une puissance de 100 kW, de quoi passer de 10 à 80% de batterie en 23 minutes. Mais ça va là, on est bien, on n'est pas pressé. Je vous le disais, Squadra, c'est une collection exceptionnelle de 200 oldtimers, des voitures de rallye pour la plupart, dont quelques pièces uniques. Alors c'est vrai, aujourd'hui on a un peu tendance à systématiquement associer Abarth à la légendaire Fiat 500, mais son fondateur a collaboré avec beaucoup d'autres marques, de Porsche à Fiat, en passant par Lancia ou encore Alfa Romeo. La spécialité maison, c'est l'optimisation, le tuning conçu comme un art qui permettra à Abarth de signer des records, de remporter des courses, mais surtout d'imprimer sa marque, celle du Scorpion. Pour la marque Osano, l'heure est à l'optimisation, mais aussi à l'extension de gamme. Regardez. C'est le retour des grandes routières statutaires. Avec cet Audi A6 e-tron de nouvelle génération, les amateurs du genre poussent un grand ouf de soulagement. Les grandes berlines et les breaks affûtés n'ont pas dit leur dernier mot et on commençait tout doucement à en douter vu la déferlante de crossover et de SUV. Et vous savez quoi? Ce grand soupir de soulagement, on le doit à la transition électrique. Et oui, car dans un contexte d'autonomie limitée et de chasse au CO2, les carrosseries basses et effilées, eh bien on n'a toujours rien fait de mieux. Et c'est encore plus vrai de cette nouvelle Audi A6 e-tron 100% électrique, avec ses rétroviseurs virtuels, son fond plat ou encore sa calandre à obturation automatique. Voici l'Audi la plus aérodynamique jamais construite. 0,24, c'est le coefficient de pénétration dans l'air de cette Audi A6 e-tron Avant. 0,21 pour la berline. Alors ne cherchez pas, dans leurs catégories respectives, il n'y a pas mieux. Et en matière d'autonomie non plus, 750 km pour l'A6 Sportback e-tron, 720 km pour sa version Avant. Voilà des valeurs best in class. Best in class comme l'éclairage, avec des feux LED matriciels à l'avant et des blocs OLED à l'arrière, en plus des 4 anneaux désormais éclairés. Mais une grande routière, c'est aussi une certaine idée de l'élégance et du standing. Et dans ces deux domaines, eh bien, cette nouvelle A6 e-tron fait très fort. Profilé comme un galet, le modèle présente une ceinture de caisse haute, des montants inclinés comme sur une sportive et une signature lumineuse inédite. Au volant aussi, on fait un grand saut en avant. Très habitable grâce à ses 3 mètres d'empattement, l'A6 e-tron propose une expérience de conduite à la fois sophistiquée et futuriste, avec jusqu'à 6 écrans, un pour le Virtual Cockpit, 2 pour les rétroviseurs extérieurs, un pour l'affichage tête haute en réalité augmentée, un pour l'infodivertissement MMI et même un pour le passager avant. Mais le plus gâté, c'est le conducteur. Celui-ci n'a jamais l'impression de rouler à bord d'une voiture de 4,93 m. Il faut dire que la direction est précise, le train avant tranchant et l'agilité toujours bien au rendez-vous grâce à l'excellent travail des suspensions pneumatiques de série sur la version S6. L'A6 e-tron, elle, se contente de 286 chevaux, 367 en version performance, excusez du peu. Les chronos sont bien sûr au rendez-vous, mais performante, l'A6 e-tron l'est aussi une fois en charge. Son architecture électrique de 800 volts autorise des recharges à une puissance de 270 kW et permet au modèle de passer de 10 à 80% de batterie en 21 minutes. On ne vous a pas menti, avec cette A6 e-tron, la grande routière est de retour. Vous l'aurez compris, Squadra, c'est une ode à l'Italie.
Ici, tout sent bon la Dolce Vita, les terrasses ensoleillées, les jolies Vespa et puis bien sûr, les balades sur la Riviera. Mais l'Italie, c'est aussi Fiat. Le groupe rachète Abarth au début des années 70 et en fait sa division rallye avant de lui préférer Lancia. Abarth opérera tout de même un retour en force au début de ce millénaire et redeviendra une marque à part entière. Et pour notre rubrique classique, eh bien, on reste en Italie. Ce mois-ci, chez Oldtimer Farm, on vous a dégoté un ovni. C'est en tout cas ce que cette voiture était, Xavier, à son lancement. Tout à fait, Alain. Après le succès phénoménal de la Miura, Lamborghini voulait faire une voiture pas comme les autres. Une vraie 4 places et non pas une 2+2, capable de mener ses passagers à plus de 240 km/h, une vitesse phénoménale à l'époque. Et tout ça avec un nom un peu spécial. Espada fait référence à l'épée que le toréador utilisait pour donner le coup de grâce au taureau dans la corrida. Mais par contre, commercialement, ça n'a pas vraiment été un coup d'épée dans l'eau. Pour Lamborghini, c'est un succès phénoménal. Elle a été déclinée en 3 séries, dont on trouve ici la 2e série, la plus intéressante parce que le moteur est porté à 350 chevaux, freiné par des freins à disque ventilés, un intérieur revu et on n'a pas encore cette face défigurée de la 3e série qui a des impact bumpers. Une bonne affaire en collection? C'est un coup à faire parce que les italiennes, les grosses GT de cette époque-là sont à des prix tout à fait différents. Affaire à suivre. Merci Xavier. Je t'en prie. Pour que les voitures anciennes continuent à rouler. Voilà, et si vous êtes consommateur de culture, vous le savez, les musées ne sont plus ce qu'ils étaient. Désormais, un musée, c'est un lieu vivant. Preuve en est la présence de cet atelier mécanique situé sous les espaces d'exposition. Et c'est ici que le visiteur pourra bientôt réserver un espace de travail pour bichonner son ancêtre. Mais c'est aussi ici que sont entretenues les voitures de l'Abarth Squadra Storica, une équipe de pilotes qui veille à maintenir en forme les voitures du musée, le temps d'un rallye ou d'une concentration. Et sans transition, nous avons rendez-vous sur la piste. C'est l'heure de notre Dream Car du mois. Le circuit Zolder, base arrière de Fleet TV, là où les Dream Cars se lâchent. Du jour de son lancement à la fin du siècle dernier, la 911 va régner sans partage sur la galaxie Porsche. Un astre encombrant qui fera de l'ombre à toutes les tentatives de diversification jusqu'à la jolie percée du Boxster. Mais la diversification de Porsche, la vraie, celle que le constructeur attendait depuis si longtemps, interviendra finalement avec le lancement de ses premières familiales. Vous en conviendrez, pour un constructeur qui a construit une bonne partie de sa réputation en compétition, c'est pour le moins paradoxal. Aujourd'hui, la 911 reste l'une des sportives les plus vendues au monde, même si elle ne représente plus que 15% des ventes de Porsche. Une part équivalente au duo que voici. Panamera contre Taycan, thermique électrifié contre full électrique, c'est notre confrontation du jour. Alors évidemment, vu d'ici, difficile de croire qu'il y a match. Chez nous, le Taycan est presque devenu un modèle de grande diffusion, alors que la Panamera se fait beaucoup plus discrète, sauf qu'en dehors de l'Europe, eh bien, c'est plutôt l'inverse. Si les familiales ont réduit la dépendance de Porsche à la 911, elles n'ont jamais cessé de la singer. De dos, de face ou de côté, la 911 est partout, dans le regard, les courbes et jusqu'au cadran désormais digitalisé. Au volant de ces deux-là, la 911 n'est jamais loin non plus. Et pour s'en assurer, eh bien, Porsche a notamment prévu ce qu'il faut sous le capot. Sous celui de la Panamera du moins, cette Panamera Turbo SE hybride pour plug-in hybride embarque un V8 de 4 litres et pas moins de 600 chevaux. Il faut encore y ajouter les 190 chevaux du moteur électrique intégré à la boîte PDK et vous obtenez une puissance combinée de 782 chevaux
1000 Nm. Ces valeurs font de cette Panamera la plus puissante de l'histoire. Et pourtant, à l'ère des familiales électriques, eh bien, ces chiffres sont presque devenus banals. Et c'est vrai que des ressources moteurs, le Taycan n'en manque pas. Cette version GTS n'est pas la plus puissante, mais c'est l'une des plus désirables. Chez Porsche, la particule GTS désigne le parfait grand écart entre grand tourisme et sport. Ce Taycan GTS vient ainsi s'intercaler entre la 4S et la Turbo, moins explosive en ligne droite que cette dernière, mais plus rigoureuse et plus agile. La Taycan D-Track D 7L en mode endurance avec une batterie de 105 kWh. Alors Jeff, cette fois ça s'est joué sur le fil. Oui, j'étais vraiment surpris, surtout avec le Taycan très sportif, mais la Panamera c'est un bombe. Ouais, plus sportive, mais visiblement celle-ci un tout petit peu plus rapide. Oui, malheureusement la Taycan n'a pas de freins céramiques comme le Panamera. Et le Panamera, c'est le Porsche Active Ride qui annule le roulis dans les virages et c'est un grand avantage. Eh bien, on va voir ça tout de suite dans notre ranking. Apprenez à drifter avec Jeffrey Van Hooydonk. dreamdrive.be. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à l'équipe de la Squadra Abarth Rally Collection pour son accueil. Si vous êtes passionné par les belles italiennes ou simplement curieux, un conseil, venez visiter cet endroit. Vous retrouvez d'ailleurs toutes les informations utiles à l'adresse qui s'inscrit en bas de l'écran. Si vous voulez revoir les sujets du jour, eh bien, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Et je vous retrouve le mois prochain pour la 200e de Fleet TV, une édition anniversaire avec plein de surprises. Je ne vous en dis pas plus. Merci pour votre fidélité. Ciao.